Alors bonjour à tous. Comme cela vient d'être précisé, je suis la psychologue conseil nationale de Mensa France, ce qui veut dire que je suis psychologue et que j'offre bénévolement, comme le font tous les membres de Mensa qui y ont une responsabilité, mes compétences de psychologue à Mensa. Mensa est une association qui s'adresse aux personnes qui ont obtenu un score situé dans les 2% les meilleurs d'une population donnée à un test d'intelligence. Ainsi le rappellent notamment les statuts de Mensa, est membre de droit toute personne qui a obtenu à un test d'intelligence agréé par les instances compétences de Mensa International et passé dans des conditions appropriées un résultat supérieur à celui des 98% de la population. Autrement dit, nous voici directement face à la courbe de Gauss dont notre présidente Aquitaine a dit tout à l'heure que j'allais la développer, mais en vérité je vais plutôt soulever certaines questions en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, surdoué et hypersensibilité. Il y aura d'autres développements dans le cours de la journée. Je me contenterai donc de soulever pour ma part quelques questions qui, selon moi suscitent cette journée. La question qui se pose en filigrane est, me semble-t-il, la suivante. Les surdoués sont-ils différents de leurs semblables, mis à part l'intelligence? Autrement dit, les surdoués sont-ils dotés d'autres caractéristiques que l'intelligence, cette intelligence plus haute, plus efficace, plus rapide? Y a-t-il des caractéristiques heureuses ou malheureuses, psychologiques, sensorielles, sociales, qui s'associent au QI élevé? Si oui, est-ce par nature ou par conséquence? Par nature, c'est-à-dire que le QI ne serait qu'une preuve d'aptitude intellectuelle supérieure et que ces aptitudes intellectuelles supérieures s'associeraient immanquablement à d'autres caractéristiques. Ou alors par conséquence, le seul fait d'être surdoué conduirait à être considérablement différent de ses semblables. Ou alors, le fait de disposer d'une intelligence plus efficace, plus rapide que ses semblables, provoquerait par contre-coup, par voie de conséquence, un rapport à l'autre différent. Ce qui fait que de fil en aiguille se forgeraient d'autres différences, non intrinsèques, mais pour autant finalement bien réelles. Se sentir différent, se sentir en décalage depuis l'enfance et sans avoir pu identifier facilement ce dont il s'agissait, n'est-ce pas propre à créer des différences ? Ou peut-être des différences d'un autre ordre que l'intelligence provoquerait le surdon. Dans le fond, le surdon ne serait qu'une manière, parmi d'autres, d'aménager son psychisme face à une situation différente. Par exemple, le fait de vivre certaines épreuves ferait que certains individus développeraient leur capacité intellectuelle, disons, à l'excès. Ou bien encore, y a-t-il des choses indépendantes les unes des autres ? Certaines personnes qui ont des capacités intellectuelles très importantes, certaines personnes par ailleurs ont de la créativité ou alors de l'angoisse, ou un rapport aux autres particulier, ou une grande sensibilité, et il arrive que ce soit les mêmes personnes qui aient tout ça en même temps. Pour donner corps à ces questions, je m'appuie sur le cas de cette jeune femme, Manon, qui relate son parcours de vie et ses interrogations, et qui par là même nous interroge en tant que professionnels à travers 3 livres témoignages. On peut dire que c'est donc un cas très intéressant que celui de Manon Corvoisier, et j'emploie le terme « cas » avec affection, puisque Manon est membre de Mensa, et qu'elle m'a fait l'amitié de me demander d'écrire la préface de son 2e livre. Elle est ingénieure agronome. Elle est auteure donc d'un premier livre de témoignages qui s'intitule « Moi, Manon bipolaire, de l'enfer à mon chemin de liberté », publié en 2012 aux éditions Salvator. Elle y relate une enfance difficile, un mariage dramatique, puis une expérience troublante au sein d'un éco-village. Elle est alors maniaco-dépressive. Elle devient boulimique, anorexique, avec des TOC de toutes sortes. Manon cherche et trouve d'abord la source de son mal et ensuite sa guérison. Grâce à des thérapies alternatives atypiques, elle retrouve la liberté. C'est ce dont elle témoigne en 2012. Et voilà qu'à la suite de ce premier ouvrage, une lectrice la contacte, la questionne sur le fait qu'elle, Manon, serait peut-être surdouée.
ce qui l'amène à la révélation de son potentiel. Manon fait les tests, la voilà validée, elle est aussi surdouée. D'où son deuxième livre de témoignages, Moi, Manon, l'inclassable, au printemps 2012. L'inclassable, l'incasable, l'incassable. Et l'histoire n'est pas terminée. Ce livre à peine paru, Manon poursuit son enquête sur elle-même. Bien vite, elle obtient une réponse d'un troisième ordre, de sorte qu'à la fin de cette même année 2015, elle publie un troisième livre, Bienvenue dans mon cerveau d'Asperger. Que peut-on tirer d'une telle expérience par rapport aux questions que j'évoquais tout à l'heure? Pour Manon, le surdon est-il dans sa nature? Est-il une conséquence? Est-elle surdouée et forcément angoissée et souffrant de TOC et très sensible? Et ce depuis toujours et de manière intriquée, car tous les surdoués sont ainsi. Est-elle surdouée et donc en difficulté avec les autres et donc angoissée et hypersensible? A-t-elle été maltraitée par sa sœur et de ce fait a développé par contre-coup ses capacités intellectuelles? Est-elle surdouée d'un côté et Asperger de l'autre? Allons un peu plus loin dans l'énoncé de ces questions sur surdon et différence. Mensa n'a pas le monopole de la promotion de l'intelligence humaine ou du haut potentiel intellectuel, ni du discours sur ces derniers. La simple considération des termes qui peuvent être employés me paraît évocatrice de la possibilité de répondre d'une manière ou d'une autre à la question de ce lien entre surdon et d'autres différences. Nous partons du haut quotient intellectuel ou des enfants à QI élevé, considération qui se base uniquement sur le QI. Nous avons la série des doués qui peuvent être doués, très doués, surdoués, bien doués, super doués. Nous avons des métaphores, des analogies avec des animaux. On parle d'enfants précoces, c'est-à-dire en avance. On parle de personnes talentueuses ou créatives. On parle d'enfants à haut potentiel ou de sujets à haut potentiel, ce qui signifie que ce potentiel, ma foi, il faut s'en saisir. On parle aussi de génie. Ces termes témoignent donc d'un rapport avec la différence qui est questionnée dans les personnes qui parlent de surdon. Comment en est-on venu à cette situation? À une situation d'une telle vastitude des termes et d'une association variable mais constante du HQI à des particularités psychiques. Pour ce qui concerne la France, il fut un temps où l'existence des enfants précoces et donc leur prise en compte, la prise en compte de leurs besoins a été niée ou tout au moins ignorée. Et ce, bien qu'Alfred Binet en ait signalé l'existence dès les débuts de la mise en place de la scolarité obligatoire. Il remarque que certains enfants, faute d'être pris en charge alors qu'ils sont manifestement très vifs intellectuellement, développent des conduites répréhensibles, comme de perturber l'école, comme de perturber l'étude. Il déplore que la nation se prive de leurs forces et il préconise que l'on crée des classes spécifiques. Mais avec l'allongement de la scolarité obligatoire et surtout le collège unique à partir de 1975, l'hétérogénéité des classes s'accroît et par contre-coup, les décalages intellectuels mettent dans l'inconfort les plus vifs des élèves. Cela provoque toutes sortes de maux dont les plus spontanés sont d'une part le mal-être des adolescents les moins équipés cognitivement et d'autre part la frustration des plus prometteurs du fait de la facilitation des enseignements. Alors à partir des années 70, en France, ce sont des associations qui se saisissent de la question. Dans ce contexte, il a été nécessaire de porter un discours fort, même vindicatif. Pour ce faire, il a semblé indispensable d'en passer par l'insistance sur l'existence de la souffrance et de l'échec scolaire. Ainsi, le rapport Delaubier, en 2002, près de 30 ans après le collège unique, nous dit que les parents font état de la situation importante de la population qui rencontrerait des difficultés parfois graves dans son parcours scolaire. La première attente des familles, nous dit le rapport Delaubier, est donc que tout soit mis en œuvre pour prendre en charge et d'abord prévenir la souffrance de ces élèves. Tant et si bien qu'à présent où le sujet est mieux connu,
on a tendance à assimiler ou à faire un amalgame entre le HQI et la difficulté scolaire, ou la souffrance, ou la pathologie, ou en tout cas des différences psychiques de manière large. À ceci s'ajoutent certaines études qui tentent à démontrer que le surdon surgit plus souvent qu'à son tour chez les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Ainsi, à l'heure actuelle, on parle de plus en plus fréquemment du syndrome d'Asperger, de manière souvent intriquée avec le surdon. On peut prendre pour exemple Joseph Chovanec, auteur d'un livre qui s'appelle « Je suis à l'Est », qui témoigne bel et bien d'un trouble du spectre autistique, mais dont la douance semble aussi évidente lorsqu'on prend conscience des talents linguistiques dont ce docteur en philosophie dispose. Enfin, on arrive maintenant à proposer un quasi-paradigme qui s'appuie sur l'aura de la neurologie et qui vise à montrer qu'il existe des différences dans le fonctionnement cérébral des surdoués. En réalité, les différences sont de moins en moins quantitatives. Quantitatives, par exemple, la vitesse de transmission, ou bien la capacité de mémorisation, ou la sensibilité exacerbée, qu'on pourrait aussi dire quantitative, ou bien l'hypersensibilité émotionnelle. Et ces différences deviennent à présent qualitatives. L'hypersensibilité devient empathique. On parle d'émotivité, on parle du plaisir d'être et d'exister. On parle de lucidité et de quête de sens, ou de capacité d'anticipation. Et puis, de manière plus négative, on évoque les difficultés à entrer dans l'expression écrite, la capacité à s'autodétruire, la fragilité de l'estime de soi, tous points qui sont devenus maintenant qualitatifs. On voit alors qu'on s'éloigne de plus en plus de la seule définition froide, objective de la réussite à un test d'intelligence. Alors on se retrouve à bâtir des représentations dont j'ignore le devenir puisque nous sommes tous en marche vers la connaissance, mais qui nous sont précieuses pour nous aider à penser notre objet, sur lesquelles je souhaite encore une fois attirer votre attention et qu'on pourrait schématiser à présent selon différentes manières qui seraient les suivantes. Premièrement, les surdoués ont un QI élevé, le QI étant la mesure de l'intelligence. Deuxièmement, les HQI fonctionnent plus d'intelligence, mais aussi plus de sensibilité, par exemple, ou alors plus de souffrance. Troisièmement, les HQI fonctionnent différemment. Observons que dans les situations 2 et 3, les HQI fonctionnent plus et les HQI fonctionnent différemment. Renoncer à ces autres différences conduirait à renoncer à son HQI. Quatrième situation, certains HQI fonctionnent différemment. Quoi qu'il en soit de ces modélisations sur le fonctionnement psychologique des personnes HQI, alors dès lors que les HQI fonctionnent différemment, que ce soit tous les surdoués qui soient concernés ou seulement certains, il s'agit que ce soit pris en compte dans 3 espaces. Premièrement, pris en compte par la personne elle-même dans la connaissance de soi et l'harmonie avec son entourage. Deuxièmement, pris en compte dans le contexte scolaire. Et on sait combien les enfants sont en attente vis-à-vis de l'école. Et à quel point les paroles d'un adulte, et qui plus est un enseignant, influent sur le devenir d'un enfant. Mesure-t-on le désastre, l'impact de certaines blessures? Alors que lorsque tout est harmonieux, la connaissance engendre la reconnaissance pour celui qui nous a fait ce don. Troisième espace, la prise en compte par le monde de l'entreprise. À cet égard, et compte tenu du fait qu'un certain nombre de HQI ne finalisent pas leur formation académique par des diplômes de grandes écoles en vue, on peut déplorer que les entreprises se privent de leur potentiel dès lors que le potentiel n'est mesuré qu'en fonction des écoles dont on est issu. Sur ce point, je vous renvoie aux écrits de Philippe Mouillot et Dominique Drillon,
qui déplore que le recrutement laisse le hasard découvrir les réels potentiels et qui prêche pour une détection authentique de ce potentiel dans l'embauche des nouveaux managers et des étudiants. Alors je précise que M. Mouillot est justement dans la salle aujourd'hui. Il est là au 2e rang. Voilà. Alors peut-être que la considération de l'hypersensibilité des sujets à haut potentiel peut nous permettre de comprendre autrement leurs besoins. Et sans doute est-ce dans ce même questionnement que se loge l'hypersensibilité. Car parmi ces différences, certaines sont émotionnelles. On parle d'ailleurs d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, on peut soutenir que les êtres varient dans leur capacité à traiter l'information d'une nature émotionnelle et leur capacité à établir un lien entre ce traitement émotionnel et la cognition générale. Cette capacité se manifestant dans certains comportements d'adaptation. L'intelligence émotionnelle comporte alors 2 dimensions. La dimension expérientielle, capacité à percevoir et à manipuler l'information émotionnelle, ainsi qu'à y réagir sans nécessairement la comprendre, et la dimension stratégique, capacité à comprendre et à gérer les émotions sans nécessairement bien percevoir les sentiments ou les éprouver complètement. Qu'entend-on par sensibilité ? On peut aussi comprendre qu'il s'agit d'être sensible selon l'acception traditionnelle de la connation, de la psychologie de la personnalité, où on opposerait la sensibilité et l'esprit utilitaire. Les sujets objectifs, les sujets à esprit utilitaire ne font pas de sentimentalisme. Ils sont orientés vers l'aspect utilitaire des choses et sur la façon dont elles peuvent fonctionner. Ces sujets sont intéressés par l'objectivité et le fonctionnel et peuvent de ce fait exclure de leur considération les sentiments des autres. Par souci d'éviter la vulnérabilité, ils peuvent avoir des difficultés à gérer les situations qui demandent de la sensibilité. À l'opposé des personnes utilitaires, nous aurons les personnes hypersensibles dont mes collègues parleront tout à l'heure. Ou bien s'agit-il des 5 sens, en fait d'une sensibilité sensorielle. Un jeune homme de Mensa me disait il y a quelques jours, lorsqu'un verre tombe, je crois que c'est plus près que ça n'est en réalité. En fait, ajoute-t-il, j'ai l'impression que c'est ma tête qui se brise. Hypersensibilité donc, sujet encore récent et ô combien crucial par sa prégnance et par ses conséquences sur chacun et sur tous. Nous sommes là aujourd'hui sous l'égide de Mensa, c'est-à-dire essentiellement pour les surdoués, et nous sommes là en fait pour nous sensibiliser à l'hypersensibilité. Nous allons donc ouvrir notre intelligence, mais aussi nos 5 sens, en fonction de ce que nous sommes chacun. Écouter ce qui sera dit, regarder ce qu'on va nous montrer, goûter la saveur des interventions, sentir, flairer les phénomènes, palper quelques réalités, le choc ou la résonance des messages. Et nous allons le faire conformément à l'esprit de Mensa, nous réunir pour échanger et avancer ensemble dans le bon sens.